Il a de quoi se faire mousser, le gel douche. Bonjour à tous, car il a réussi sa percée. En 15 ans, il a envahi nos salles de bain au point que 3/4 des Français disent le préférer au traditionnel savon. Et les choix ne manquent pas. Les marques se livrent une bataille sans merci. Couleur, odeur, texture, pour un peu on en mangerait. Mais savons-nous vraiment ce qu'il y a dans ce gel douche? Lisons-nous assez les étiquettes et quand c'est le cas, sommes-nous sûrs de les comprendre? Car sauf à pratiquer couramment le latin, c'est quand même un petit peu compliqué. Qui sait, par exemple, que la mention hypoallergénique ne veut strictement rien dire, ne correspond à aucune exigence sur le produit? L'enquête qui suit est intitulée « Gel douche, peau sensible s'abstenir » et elle est signée Lisa Fangeau. Christelle a 27 ans. Elle est la maman de Kim, 6 ans, et d'Evan, 3 ans. Comme chez 77% des Français, ici c'est le gel douche qui fait mousser toute la famille. Les enfants ont chacun le leur. Alors pour Kim, on a celui-ci, parce que c'est eux qui choisissent en général quand on fait les courses, ils choisissent leur parfum. Pour mon fils, on a celui-ci, c'est plus pour ce qu'il y a sur le packaging. Ça sent bon? Ça sent quoi? Cleanse. Et les autres, Attends, c'est les vôtres? Oui, c'est mes gels douche à moi, j'aime bien changer de parfum. Ces deux-là, celui-ci c'est une nouvelle gamme. Donc celui-ci c'est un gel douche à la vanille, mais avec des paillettes. Alors ça doit être, quand on ressort de la douche, on doit briller forcément. Les deux là c'est des parfums basiques, hein, amandes et puis karité. Puis là c'est encore une nouvelle gamme qu'ils ont faite avec des parfums à guimauve. Et pourquoi pas de savon? Parce que j'aime pas le savon. Ça mousse pas déjà quand on est sous le bain. Et puis quand on ressort, on n'a pas la peau douce comme avec un gel douche. Quand on sort, moi quand je sors de ma douche, j'aime bien avoir la peau douce. Avec un savon, non, on n'a pas tout ça. Son mari Jérôme préfère lui aussi le gel douche qu'il trouve plus pratique. Ça mousse bien. Il choisit des parfums masculins, revigorants. Ça l'aide à se réveiller le matin. Il sent bon? Ouais, il sent très bon. C'est ça la provocation. C'est ce qui est marqué dessus. Voilà. Récapitulons. Il y a donc 4 gels douche pour madame, un gel douche pour monsieur, et les enfants ont chacun le leur. Ça fait 7 gels douche pour 4. Un gel douche, ça suffisait pas? Bah non. Un gel douche par tête. C'est pas le même parfum. Il y a les parfums pour enfants, parfum garçon, parfum petite fille, parfum femme et puis parfum homme. Le gel douche est devenu la star de nos salles de bain et les Français en sont accros. En quelques années, il a envoyé le savon aux oubliettes. Tous les jours, nous lui offrons notre corps en toute confiance. Mais savons-nous vraiment ce qu'il y a dedans? Il se dit détoxifiant, satinant, nourrissant. Et pourtant, certains ingrédients peuvent être dangereux pour la santé. En France, le gel douche a colonisé les rayons de nos supermarchés. Il s'en vend plus de 500 000 par jour. Et pour attirer le client, les marques se livrent une guerre sans merci. Enquête sur les coulisses pas toujours très propres de toutes ces jolies bulles. Tous les mois, Christelle a une mission. Aller choisir des gels douche pour toute la famille. À chaque fois, ça lui prend une bonne heure. Et pour dénicher les nouveautés, elle a une stratégie. C'est bien ou pas? Je pars de là et après, toutes les couleurs m'intéressent. Après, je regarde de plus près les parfums et puis ce qui me plaît ou ce qui pourrait me plaire ou ce qui me plaît pas. Et puis, je choisis. Déshabillez-moi. Gel douche aphrodisiaque. Et ça vous tente? Ah ouais? Ah oui. En plus, avec extrait de gingembre. Puis rien que l'étiquetage dessus, c'est... Ça ne dit pas sexy, mais ça donne envie. Ça sent bon. Ça attire, hein, tout de suite, ça attire. C'est un peu gourmand, on va dire. Et je dirais qu'il y a les kiwis qui ont été mixés. Pour choisir son gel douche, il y a un geste que Christelle fait systématiquement. C'est la cerise. Il fait envie, celui-là. Sentir. Ah oui, c'est... T'as l'impression que c'est un panier de cerises, en fait, qui est écrasé à la cerise du Luberon. Et vous savez avec quoi c'est fait, ce gel douche? La composition complète? Non. Non.
Je vais être honnête, non, je sais pas. Enfin, pour sûr, il y a des cerises, enfin des extraits de cerises, je pense. De toute façon, ils sont pas présentés comme ça, ils sont présentés comme ça. Et au total, ça fait combien? J'en ai pris 5, 3, 8, 9, 10, il y en a 10. Donc oui, c'est un bilan bien. Budget moyen, 40 € par mois. Visuel, parfum et étiquette. C'est ce qui fait vendre. Nous avons voulu connaître la stratégie marketing des fabricants de gel douche. Un seul a bien voulu nous ouvrir ses portes. Le Petit Olivier. Une PME française qui vend 2 millions de gel douche par an. Une marque qui se veut nature et authentique. C'est à Salon de Provence qu'elle est installée. Éric Renard est le PDG. Bonjour. Ça va? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'équipe marketing qui s'apprête à sortir une nouvelle gamme de gel douche. Un flacon de grande taille, un format familial. Parce que c'est sympa ça, je trouve. On pense qu'il y a une réelle opportunité. Ouais. Il n'y a pas grand monde sur le marché encore. En matière de gel douche, la première règle, c'est d'innover en permanence. C'est un métier où il y a un taux de renouvellement de produits qui est considérable. Nous, par exemple, sur le Petit Olivier, on renouvelle en gros 30% de nos gammes chaque année. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait des nouveaux produits systématiquement, mais c'est des nouveaux parfums, c'est des nouveaux packaging, des nouveaux volumes. La consommatrice est très volage dans les produits cosmétiques. Si le Petit Olivier innove tout le temps, c'est parce que la concurrence est rude. La marque ne représente qu'1% du marché des gels douche. Face à elle, 4 multinationales hyper puissantes. L'Oréal, Colgate, Unilever et Johnson & Johnson. Elle représente 15 marques, plus de 200 gels douche différents. Ok. Alors pour attirer l'attention, le Petit Olivier mise tout sur le packaging. Gros plan de fruits, couleurs douces, tout évoque la simplicité et la nature. Donc là, l'amande est de qualité et du coup le coton, voilà, ça parle à la consommatrice. Il faut que l'étiquette accroche cette consommatrice immédiatement. Une formule d'une très bonne qualité. Donc en moins de 30 secondes, elle va prendre le produit. En général, elle va l'ouvrir, elle va le sentir, elle va regarder si le prix en fait lui convient et puis elle met dans le caddie. Donc l'acte d'achat en fait se fait vraiment très très rapidement. C'est pour ça que le pack est essentiel parce qu'en moins de 30 secondes, il faut que le produit ait séduit la consommatrice. Et pour la séduire, il ne faut surtout pas lui parler d'hygiène, mais la faire rêver. À Tahiti, il existe un produit naturel et très doux. D'abord, il y a eu les gels douche qui nous vendaient de l'évasion. Le premier, c'est Tahiti, en 1974. Une douceur qui vient de la nature et qui laisse votre peau toute souple. Des images des tropiques, odeurs de monoeil et de tiaré. Frais pour le corps, doux pour la peau. Ça marche. Et pour faire voyager la consommatrice, tout est bon. Les dauphins, la mer... Et lancez-vous dans une vague de fraîcheur. Et les promesses de sensations intenses. Réveillez votre corps. Nous avons invité des femmes... Et puis sont arrivés les gels douche santé. À l'Hydra Nutrium qui nourrit la peau. Censés embellir votre peau. Dove s'est emparé du créneau. Quand elles ont vu que leur peau était plus belle, une seule question s'est posée. Exotisme, santé, nature, écologie, chaque gel douche crée un univers et raconte une belle histoire aux consommateurs. Bref, toujours des promesses. Bogna Kazmarek est experte en marketing sensoriel, ou comment stimuler vos sens pour vous faire acheter un produit. Aujourd'hui, les marques stimulent plusieurs sens, surtout les visuels et l'olfactif, mais elles sont allées encore plus loin. Elles vont jusqu'à stimuler le goût. Abricot du roussillon, les cerises du Luberon. Les marques imaginent des univers et des parfums tous plus fous les uns que les autres. Tartelette aux fraises. Madeleine. Caramel.
Une façon de nous faire voyager en enfance, faire ressurgir des souvenirs. On a par exemple ici le parfum de la tartelette aux fraises. Quand on était petit, on mangeait des tartelettes comme ça nous rappelle des bons souvenirs. Quand on voit la madeleine, l'authentique madeleine à l'ancienne, on a envie de la goûter. On a envie du moelleux de cette madeleine, on a envie de son goût, de sa douceur. Donc en fait, il y a une sorte d'hybridation de deux univers. D'une part, il y a l'univers de l'hygiène, un univers traditionnel. D'autre part, il y a l'univers alimentaire qui s'imbrique. Ils font ça pour rajouter encore une dimension sensorielle. Plus vous communiquez sur le sens, plus vous captez le consommateur, plus vous l'attachez à la marque. L'addiction, c'est ce que recherchent les marques en jouant sur vos émotions. Et pour cela, elles s'adressent directement à votre inconscient. Elles cherchent à vous faire croire qu'elles font bien plus que vous l'avez. En disant « cajolez-moi et déshabillez-moi », la marque présuppose, suggère la présence d'un homme à côté de la femme qui prend la douche, et ensuite c'est l'incitation à l'action. En fait, le consommateur n'aime pas rester passif. Le consommateur aime aussi être pourvu de certains pouvoirs. Et là, la marque nous donne, enfin, à nous les femmes, nous donne le pouvoir de séduire. Comment les industriels arrivent-ils à créer, à travers leurs parfums, des univers aussi intenses? C'est tout simple, grâce à de la chimie. Sur la Côte d'Azur, Grasse, la capitale de la parfumerie. Dans cette usine sont créés les parfums de la marque Le Petit Olivier. Tout est contrôlé par cette immense orgue qui achemine les ingrédients nécessaires pour composer une fragrance. Ici, c'est un parfum lavande qui est en cours de fabrication. Pour un petit olivier, il va y avoir de la lavande, du lavandin, on a du citron, on a du linalol, on a de l'alcool phénéthylique, on a du géranium, on a du géraniol. Du géraniol dans la lavande. Car ce parfum est fait de toutes pièces, c'est une reconstitution. On arrive ici et c'est dans ce laboratoire qu'il a été élaboré. On va prendre une formule. Sur ces étagères, 1400 odeurs de synthèse et seulement une centaine d'essences pures. Rose, voilà. Comme dans ce flacon, un véritable parfum de rose fait à partir de l'extraction de milliers de fleurs. Et ça vaut combien un petit flacon comme ça? Entre 7 et 10 000 euros le kilo. 10 000 euros. On utilise ça pour les gels douche? Non. Non, parce que le prix est prohibitif. On va l'utiliser. Là, on pourrait, mais faut que vous acceptiez de vous laver avec un gel douche à 20 euros. Là, ça va pas être simple. Hein. Ouais. Est-ce qu'on en a ici? Alors, avec une cinquantaine d'ingrédients, on recrée un parfum de rose. Voilà. Ici, on a une rose. Et on a une note rose, malgré tout. Ah bah oui, ça sent la rose. Ça sent la rose. Et ça, c'est moins cher? Ça, c'est moins cher. C'est-à-dire que l'Absolu Rose, on en a parlé tout à l'heure, 8 000 euros le kilo. Et ça revient à 20 euros le kilo. Et c'est la même chose pour le lilas, le muguet et pour le parfum numéro 1 des gels douche, la vanille. Et ça ne s'arrête pas là. Là où la synthèse, mais Claude le dirait mieux que moi, intervient beaucoup, c'est quand on commence à faire des notes qui sont déconnectées de la réalité. Mais quand la tarte à la fraise, quand on commence à faire du caramel, ça pousse pas dans la nature, le caramel. Le croissant. Le croissant, voilà, des choses. La madeleine, voilà. Là, on n'a plus de naturel, ou beaucoup moins, bien sûr. Les industriels peuvent recréer des parfums à l'infini et pour pas cher. En rayon, un gel douche coûte 2 à 4 euros. Le secret d'un prix aussi bas vient en partie de ce parfum synthétique. Mais en fait, c'est fait avec quoi un gel douche? Nous sommes à Flers, en Normandie. Cette usine spécialisée dans la fabrication de cosmétiques est l'une des plus grandes de France. C'est ici que sont fabriqués les gels douche du Petit Olivier.
Nous retrouvons son PDG. Comme chaque mois, il vient rendre visite à son fournisseur, Yannick Brunet. Il va falloir qu'on se déguise. Le patron de l'usine est un ancien charcutier qui s'est reconverti il y a 30 ans dans le monde de l'hygiène. Là, tu as un miroir, tu peux te mettre propre. Ça devrait poser. C'est la première fois qu'il ouvre ses portes aux caméras. Ici, c'est un peu l'arrière-cuisine du rêve et de la cosmétique. Les coulisses du gel douche. Tout commence dans cette salle. On y pèse les ingrédients de la formule, comme là, le parfum, mais aussi les conservateurs, les extraits végétaux et les colorants. 22 tours. 22 tours. Bravo. Pour l'ancien charcutier, fabriquer un gel douche, c'est pas plus compliqué que faire sa tambouille. C'est très proche de ce que vous allez faire, vous, dans votre cuisine. Si demain, vous avez besoin de faire un gâteau, sortir 4 œufs, séparer les blancs des jaunes, 40 grammes de fécule de pommes de terre, 60 grammes de farine, 200 grammes de sucre. Notre métier, c'est ça. Il y a un mode opératoire. On va incorporer les matières premières les unes derrière les autres en respectant un ordre bien précis, de façon à ne pas faire chuter la formule en viscosité ou la faire monter, etc. Une fois pesés, les ingrédients partent en salle des cuisines, justement. Ils sont mélangés à de l'eau et à des tensioactifs, c'est-à-dire des agents lavants. Dans le jargon, on appelle ça le jus. Donc là, on est en train de fabriquer un gel douche, une crème de douche fleur d'oranger. On en fabrique 19 tonnes. Un jus qui mijote pendant des heures. Ici, c'est un gel douche qui est presque terminé. Ça, c'est la dernière matière première à incorporer dans cette formule qui est en cours de fabrication depuis très tôt ce matin. Et c'est quoi comme matière première? Une matière première qui va servir à épaissir la formule et à opacifier la formule. Une recette compliquée. Un gel douche contient entre 10 et 40 ingrédients. Et tous ont une fonction bien spécifique. Il y a des agents lavants, il y a du parfum, il y a des agents hydratants, il y a des agents émollients qui permettent que le gel douche puisse aussi glisser sur la peau. C'est important d'avoir un gel douche qui effectivement fait une belle mousse, somptueuse, sympa, bien ferme, enfin c'est important. Voilà donc ce qu'il y a dans votre flacon. Environ 80% d'eau, 15% de tensioactifs, les agents lavants qui font la mousse. 4% d'agents de texture, comme du sel qui sert à épaissir le gel. Puis du parfum, des colorants et des conservateurs pour tuer les bactéries. Les proportions exactes, on ne les connaîtra jamais. Les industriels mettent plusieurs mois, voire plusieurs années, à trouver la bonne formule. Donc évidemment, c'est secret défense. C'est la recette de Petit Olivier, elle est nulle part ailleurs. Et dedans, il y a des choses qui sont spécifiques à cette formule, notamment le parfum, notamment les extraits et certains dosages qu'on ne peut pas vous dévoiler, sinon on donne la main à des concurrents éventuels pour faire la même chose. On n'en saura pas plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'une chose les obsède, eux, comme tous les autres fabricants, la mousse. Ils vont même jusqu'à la faire tester scientifiquement. Nous sommes à Lyon, dans un laboratoire spécialisé en cosmétique. C'est ici que les marques font analyser leur gel douche. Tout est passé au crible. On vérifie qu'il ne soit pas irritant, qu'il hydrate correctement. On va même jusqu'à salir la peau de volontaires pour vérifier qu'il lave bien. Bonjour mesdames. Janine, Fabienne et Véronique sont des habituées du laboratoire. On y va? Elles viennent tous les jours. Leur mission, analyser la texture du gel douche. Et puis après, on va faire un petit lavage des avant-bras avec le savon neutre. Oui. Alors, vous avez le numéro 258. 258. D'accord. Alors, tenez. Le test se fait selon un protocole strict. Ici, on ne badine pas avec la mousse. Voilà, le 258. Elles effectuent toutes le même geste le plus possible, donc pour bien étaler le produit en fait. Elles font un certain nombre de tours, un certain rythme et avec une certaine façon d'écarter les doigts. Vous le faites combien de fois? 15 fois. En principe, nous venons une fois par semaine en formation.
Ah oui? Oui, oui. Ah, rien n'est laissé au hasard. Hein. Ah non, mais non, c'est sérieux. Hein. Alors, le 619. Et ce qu'elle regarde en premier, c'est si le produit mousse bien. Merci. Une qualité essentielle pour le consommateur. Ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, j'en suis à 15. Alors évidemment, là, moi, fiasco, hein. Pas de bulle. Bon. Ça va, Janine? Très bien. Facilité d'étalement, beaucoup de mousse, beaucoup de bulles. Oui, ça c'est vraiment une grosse bulle, là. Là, il y en a une. Vous leur apprenez à mesurer les bulles aussi? Oui, c'est une information qui peut être importante et la sensation va pas être la même, en fait, si on a des toutes petites bulles ou si, au contraire, on a des grosses bulles. Onctuosité de la mousse, bulles généreuses, autant d'informations qui sont précieuses pour les marques. Mais au fait, qu'est-ce qui donne cette mousse abondante? En retournant les flacons, un ingrédient revient systématiquement. Le sodium laureth sulfate. Un agent moussant bon marché que les fabricants adorent. Utilisé dans des détergents industriels, des produits de ménage ou du liquide vaisselle. Efficace certes car très moussant, mais chimique et très irritant pour la peau. Retour à l'usine de fabrication. Selon Yannick Brunet, pour faire de la belle mousse, il est obligé d'utiliser cet ingrédient. Là, c'est un G12 100% naturel, il y aura de l'eau, des extraits naturels de plantes ou de fruits, mais à un moment donné, la consommatrice elle veut que le produit mousse, elle a acheté ce produit pour se laver. Et si on veut le faire mousser de façon naturelle, à date, on n'a pas de technique. Le PDG du Petit Olivier cherche à se justifier. Non, tout n'est pas chimique dans son gel douche. Le consommateur est intelligent, c'est-à-dire que il sait très bien que dans un flacon en plastique avec une capsule en plastique, on n'est pas en train de lui vendre un produit 100% naturel. Par contre, on met des extraits dedans qui ont à la fois un intérêt parce qu'ils sont naturels, certes, mais surtout parce qu'ils ont un intérêt dans la formule du produit, ils apportent quelque chose. Ouf, nous voilà rassurés. Mais au fait de la nature, il y en a beaucoup dans les gels douche. Et puis ça sert à quoi? Dans celui-ci, par exemple, à la cerise du Luberon, on nous dit que les extraits de cerise vont hydrater notre peau. Si, c'est écrit là. Sauf que dans la liste des ingrédients, tout est en latin. Impossible de la trouver, cette fameuse cerise. Alors nous sommes allés à Lille à la recherche de la cerise du Luberon. Là, nous y rencontrons un spécialiste des cosmétiques. Premier ingrédient de l'eau. Deuxième ingrédient, le fameux sodium laureth sulfate critiquable, la glycérine. Julien Québec est journaliste et blogueur. Les étiquettes n'ont aucun secret pour lui. Ensuite, les polypropylènes glycols. Alors, je cherche toujours ma cerise du Luberon. Elle va arriver beaucoup plus loin. Après le sodium benzoate, par exemple, qui est un conservateur relativement irritant lui aussi. Et elle est là, Prunus cerasus extract. Il s'agit d'un extrait de cerise. Un extrait de cerise qui arrive à la 14e place dans la liste des ingrédients, après les colorants, le parfum et les conservateurs. Donc, moins de 1%. Ça, c'est réellement honteux. Le fait d'avoir la possibilité en France de trouver voyez ici, des illustrations qui évoquent vraiment la nature, alors que cette nature, elle est noyée dans une mer d'ingrédients synthétiques, chimiques certes, mais d'une chimie de bas étage. Et c'est la même chose pour beaucoup de gels douche, peu importe ce qu'ils nous vendent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a un ingrédient star, souvent naturel, ou une promesse dermatologique un peu scientifique, attention méfiance, on doit retourner le flacon pour bien lire la liste des ingrédients. Si dans les 6 premiers ingrédients, vous n'avez pas l'ingrédient star naturel, ou pas le principe actif miracle qui hydrate, alors vous pouvez remettre le produit dans le rayon.
Parce que derrière la jolie nature sur l'étiquette, la plupart des gels douche ne sont que de simples détergents blindés de produits chimiques. Imaginons à quoi ressemblerait un gel douche si on nous disait toute la vérité. Nouveau gel douche parfum cerise 100% synthétique et garanti en couleur artificielle. Formule extra irritante grâce à des agents moussants agressifs. Testez notre gel douche enrichi en conservateur. Et si ce n'était que ça, ça irait. Mais certaines substances contenues dans les gels douche peuvent être dangereuses pour la santé. Rappelez-vous, il y a 10 ans, les parabènes, des conservateurs utilisés dans les cosmétiques, sont montrés du doigt, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. L'opinion s'inquiète. Pour continuer à vendre, les industriels bannissent les parabènes de leurs formules. C'est la vague des 0%. Laurence Wittner est journaliste. Elle tient un site d'information sur les cosmétiques. Il y a un créneau marketing, si vous voulez, pour le fabricant, à s'afficher sans parabènes. Parce que le consommateur qui va voir sans parabènes va se dire « c'est sans parabènes, donc c'est bien ». L'absurdité, c'est que le parabène a souvent été remplacé par un autre conservateur, encore plus nocif. Alors, je vais regarder ce qu'il y a à la place, parce que quand on voit un sans sur une étiquette, sans quelque chose, il est toujours intéressant de chercher par quoi il a été remplacé. Et là, eh ben, bingo, il a été remplacé par ce fameux couple de la méthylchloroisothiazolinone avec la méthylisothiazolinone, dont on sait maintenant, scientifiquement et officiellement, qu'ils sont très allergisants et qu'il va falloir arrêter ou beaucoup limiter leur utilisation. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change? Je pose la question. Le méthylchloroisothiazolinone et le méthylisothiazolinone. Deux noms barbares, une seule molécule, l'isothiazolinone. Le pire, c'est qu'il y a 20 ans, ces conservateurs largement utilisés avaient été abandonnés car trop allergisants. Aujourd'hui, les fabricants les ont remis sur le marché sans aucun scrupule. Sandrine est allergique à l'isothiazolinone. Il y a 5 ans, cette esthéticienne de 47 ans découvre un jour son visage métamorphosé. Quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez ce spectacle dans la glace, c'est très dur psychologiquement de se voir défiguré, quoi. On voit bien que les paupières étaient enflées, donc j'avais des irritations au niveau du visage, des mangeaisons, enfin vraiment comme des brûlures. Des symptômes qui empirent au cours des semaines. Eczéma puis œdème, Sandrine finit hospitalisée et découvre que le responsable est l'isothiazolinone dans son maquillage et son gel douche. Aujourd'hui, elle doit éviter tout contact avec ce conservateur. Dès qu'il y a la présence de cet allergène, de l'isothiazolinone, je fais une réaction cutanée. Je ne peux plus du tout, hein, mais aussi bien, pas que dans les cosmétiques, dans les lessives, enfin partout, dans les produits d'entretien, donc vraiment... Une allergie à vie qui empêche Sandrine d'exercer son métier d'esthéticienne. Elle ne peut plus utiliser les produits de soins. Et dans les rayons du supermarché, pour trouver un gel douche, c'est un véritable casse-tête. Elle passe son temps à lire les étiquettes. Caramel, alors je regarde, puis même avant, je ne regardais pas la composition. Et voilà, bingo, méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone. Alors, sans savon, peau sensible, présence donc du méthylisothiazolinone. On voit bien là. Méthylchloroisothiazolinone plus le méthylisothiazolinone. Donc là, il y a les deux conservateurs. Méthyliso, méthylchloro, il y a de l'isothiazolinone partout. Sandrine tente sa chance avec un produit pour enfants. Gel nettoyant, douceur, corps et cheveux.
Ah ben tiens, en plus, c'est pour bébé aussi. Bébé, enfant, adulte. Donc je me dis que bébé, il n'y a pas de risque. Parce que les bébés, ils ont des peaux très très fragiles. Hypoallergéniques, ne pique pas les yeux. Ben, c'est parfait ça. Ben voilà, méthylisothiazolinone. J'ai une peau sensible. Dernier essai, un gel douche hypoallergénique Dove. Un des leaders du marché qui a bâti son succès en vendant des produits hydratants pour peau sensible. Je vérifie quand même la composition. Voilà, et qu'est-ce que je vois? Méthylisothiazolinone. Donc c'est indiqué hypoallergénique, censé limiter les risques allergiques. Et finalement, il y a le conservateur méthylisothiazolinone qui, lui, est un allergène reconnu. Ça m'énerve parce que recommandé par les dermatologues, alors franchement, enfin, hypoallergénique, alors ça ne veut plus rien dire. C'est... Pourtant, depuis 2 ans, les dermatologues tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la dangerosité de ce conservateur. Le docteur Annick Ponsguiro est dermatologue, allergologue. Dans son cabinet, 1/3 des cas d'allergie de contact sont des allergies à l'isothiazolinone. Depuis quelques années, disons depuis 3-4 ans, on voit les cas exploser. Et je ne suis pas la seule, tous les dermatologues le disent. Il y a des publications nombreuses dans tous les pays européens sur l'explosion avec les produits contenant de la méthylisothiazolinone, si bien qu'à l'heure actuelle, c'est un problème de santé publique au niveau des cosmétiques européens. C'est un produit qui doit disparaître, à mon avis. Même les industriels s'inquiètent. Il y a 4 mois, le syndicat européen des fabricants de cosmétiques conseille à ses adhérents de retirer ce conservateur de tous les produits qui ne sont pas rincés. Si la situation est aussi grave, pourquoi y a-t-il encore de l'isothiazolinone dans la moitié des gels douche? Oh là là, faut que je mette mes lunettes. Nous lui présentons quelques produits contenant ce conservateur. Dans un premier temps, Annick Ponsguiro est révoltée. Alors ça peut pas durer. Ça peut pas durer, ça. Ça peut pas durer. Mais devant le gel douche hypoallergénique Dove, surprise. Marque recommandée par les dermatologues. Je sais, ça va être un problème pour moi. Ça va être un problème parce que je suis expert chez Dior et chez Dove, enfin chez Le Vert. Et je leur ai dit 25 fois et je leur ai déjà fait des... Annick Ponsguiro est consultante chez Dove. Effectivement, c'est un peu gênant. Ici aussi, méthylisothiazolinone. Voilà. À la reprise de l'interview, le discours est beaucoup moins virulent. C'est 3 produits de bonne réputation, de bons laboratoires qui contrôlent bien leurs produits. Hein. C'est vraiment, on peut pas, de prime abord, on ne peut pas critiquer ces produits. Sur celui-ci, c'est une firme qui étudie de très près ces produits et ces allergènes. Et donc, effectivement, on peut se demander ce qui a été fait. Et quand on lit toute la notice, il y a du méthylisothiazolinone, effectivement, méthylisothiazolinone. Mais ils savent quand même que le méthylisothiazolinone est allergisant. Pourquoi ils en mettent? Ils savent que si le public... Les acheteurs voient parabènes, ils ne vont pas acheter le produit. Or, pour nous, les parabènes ne sont pas des sensibilisants et des perturbateurs très minimes. Mais les gens ne vont pas l'acheter. Ils sont coincés, non pas par seulement la législation, mais par les gens. Moi, c'est le côté hypoallergénique que je ne comprends pas. Ah, là c'est un très gros problème et je ne peux pas, je suis prise un peu en faute. Parce qu'effectivement, il est difficile de dire hypoallergénique quand il met l'isothiazolinone dedans. Je suis d'accord avec vous. Et si je disais le contraire, ça serait uniquement pour la défense du laboratoire. Et je défends avant tout la dermatologie. Donc il y a un problème. Donc il y a un problème. Très bien. Pourquoi la marque continue-t-elle à utiliser cette allégation hypoallergénique pour des produits contenant ce conservateur? Nous avons contacté Dove, qui a accepté une interview, mais par téléphone uniquement. C'est la responsable de la communication qui nous répond
elle sait qu'elle est enregistrée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi garder une allégation hypoallergénique. L'utilisation du terme hypoallergénique n'empêche pas l'éventualité pour certains consommateurs de développer une réaction allergique. C'est un produit conçu de manière à minimiser le plus possible les risques d'allergie. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, le méthylisothiazolinone est un fort allergène. On est d'accord. Ce qui est important, c'est que quand on fait des tests sur des produits, auprès de consommateurs ayant une sensibilité, ces tests montrent que ces personnes qui ont une peau sensible n'ont pas développé de réaction allergique. Voilà. Dove se base sur un test effectué sur 98 personnes pendant seulement 6 semaines. Or, l'allergie à ce conservateur se fait sur la durée, après un certain nombre d'expositions. Mais pour Dove, il n'y a aucun risque. Nous continuons à soutenir l'utilisation en toute sécurité de ce conservateur dans les produits rincés. Dove continuera à utiliser le méthylisothiazolinone dans ses gels douche et à y apposer une mention hypoallergénique. Et ils ont le droit. La loi les autorise à utiliser ce conservateur jusqu'à 0,01%, une dose jugée sûre. Mais ce produit, on le met tous les jours sur la peau. Selon Yannick Vicker, c'est bien ça le problème. Il est chargé de mission du réseau Santé-Environnement. Il dénonce l'utilisation de produits chimiques dangereux dans les cosmétiques. Pour lui, ce n'est pas que la dose qui fait le poison. Aujourd'hui, la loi ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'effet cocktail. Aujourd'hui, on est dans notre vie. La réalité, c'est qu'on vit dans une soupe chimique. Tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, notre intérieur, notre extérieur, nous expose à des milliers de substances chimiques. Pas à une seule, à des milliers. Parabènes, isothiazolinone ne sont qu'un faible pourcentage des 100 000 substances chimiques qui nous entourent. Des substances faiblement dosées, mais qui se mélangent et s'accumulent. Est-ce que c'est si dangereux que ça, les gels douche? Le gel douche, enfin, je ne veux pas le stigmatiser comme le péril qui vous attend dans votre salle de bain. C'est juste que pris dans l'ensemble des expositions auxquelles on est confronté, c'est une petite pièce du puzzle. Et donc une contribution du gel douche aux pathologies qu'on associe aujourd'hui avec cette soupe chimique. Alors sommes-nous condamnés à nous laver avec de la chimie pour le reste de nos jours? À croire les industriels de la grande distribution, oui. Et pourtant, à Arlesheim, en Suisse, on produit des cosmétiques 100% naturels depuis 90 ans. Chez Velleda, un nom que les adeptes du bio connaissent par cœur. Ici, pas de parabènes et pas d'isothiazolinone. Dans ces gels douche, on ne trouve aucune matière synthétique. Marc Folmer est le directeur de Velleda France. C'est quoi tout ça? Tout ça, ce sont les composantes d'une crème douche. Donc d'abord, bien sûr, comme dans toute douche, les tensioactifs, d'origine naturelle, bien sûr, ils sont issus de la pulpe de noix de coco et de sucre. Et c'est les plus doux qui existent sur le marché, les plus chers aussi d'ailleurs. Il y a les principes actifs qui sont l'huile de graines d'argousier et également de l'huile de sésame. Ensuite, il y a des épaississants naturels, de la glycérine et de l'eau, bien sûr. Pas de parfum de synthèse, mais un mélange d'huiles essentielles. C'est des huiles essentielles de la base de la famille des citrus, des pamplemousses, des mandarines, des huiles essentielles de mandarine, etc. On ne peut pas faire n'importe quel parfum avec des huiles essentielles naturelles. Là, on est très limité. Il n'y a pas de gel douche tarte à la fraise? Ah non, ça c'est impossible. Non, ça c'est bien entendu ni de goût d'abricot, etc. Bien entendu. Enfin, pour protéger la formule, un conservateur naturel que l'on connaît tous. C'est de l'alcool biologique, issu de fermentation de blé biologique. C'est beaucoup moins nocif ou beaucoup moins problématique que bien sûr que des conservateurs de synthèse qu'on n'a jamais utilisés. Seul souci, pour la peau, ça peut être irritant. Faire un gel douche 100% naturel, c'est possible. Mais c'est compliqué.
Ça impose à la marque des efforts de production énormes. Dans la salle de fabrication du gel douche, la cuve, la tuyauterie, tout est complètement hermétique. Le produit, ça vient d'être terminé, et le produit sort directement ici et va directement en bas sur les chaînes de conditionnement. Ça, c'est essentiel. Comme on n'a pas de conservateur, on n'a pas d'antioxydants, il est essentiel que le moins de temps possible, le produit soit à l'air libre pour des problèmes d'hygiène, d'oxydation et de propreté bactériologique. Une crème douche avec des conservateurs, on pourrait se permettre de le mettre à côté, d'attendre, etc. Le gel douche arrive donc dans le flacon sans jamais avoir été en contact avec l'air. Alors pourquoi les autres industriels ne font-ils pas des gels douche naturels avec peu de conservateurs? La raison est toute simple. Ce gel douche, il sera vendu combien dans le commerce? Dans le commerce, il sera vendu in fine entre 6 et 8 euros. C'est quand même un produit qui est beaucoup plus cher. Oui, il coûte plus cher à la production, il coûte plus cher à la matière première, il faut beaucoup de recherche et développement, des sources d'approvisionnement. Un gel douche à 8 euros, c'est 3 à 4 fois plus cher qu'un gel douche traditionnel. Ça ne se vendrait pas en supermarché. Reste qu'aujourd'hui, afficher le naturel est un bon argument de vente. Les marques sont nombreuses à surfer sur cette nouvelle tendance. La dernière à débarquer en France s'appelle Lush. Cette marque anglaise prône des cosmétiques frais et faits main. Ici, on se croirait presque dans une épicerie fine. On nous vend des produits à base de fruits et de légumes. Les gels douche sont au jus de pamplemousse. On nous promet du 100% frais et fruité. Lush a même pensé à faire des vidéos pour vous montrer comment tout cela a été fabriqué. Salut, moi c'est Andy. Aujourd'hui, on fabrique le rameau d'olivier. Derrière, Bob presse les mandarines. À l'écouter, Bob presse ce jour-là 200 kilos de mandarines pour faire le bon jus qui finira dans votre gel douche. Ici, on mélange la base de gel douche avec le jus de mandarine et on rajoute de l'huile d'olive de commerce équitable. De l'huile d'olive, du parfum et un peu de sel. Bref, une recette simplissime et qui semble 100% naturelle. Il n'y a plus qu'à mettre en bouteille. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et en boutique, cette marque à l'allure écolo séduit. Moi, je viens surtout pour ce côté naturel. Avec de la racine de guimauve, de la vanille issue de commerce équitable. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces produits-là? Le fait que ça soit bio, je pense. J'ai l'impression d'avoir plus confiance que des produits qu'on achète en grande surface. Sauf qu'ici, les produits ne sont pas bio et les gels douche sont loin d'être entièrement naturels. Camille Pellissier est responsable de l'image de la marque en France. Ancienne vendeuse, elle connaît le discours par cœur. Il y a plein de roses à l'intérieur, donc c'est très très apaisant. Et ça vous fait une peau, mais d'une douceur absolument incroyable. Et quand vous dites nos cosmétiques sont 100% frais et fruités, qu'est-ce qui est 100% frais? Tous les produits que l'on trouve en boutique sont frais, vu que les ingrédients qui sont à l'intérieur sont frais. 100%? 100%, oui. Pourquoi pas? Alors, bon, après, moi, je vois dans ce produit de l'eau, du laurette sulfate de sodium, le tensioactif irritant, des texturants, des colorants artificiels. Une recette qui ressemble à celle des gels douche traditionnels. Ce ne sont pas des produits frais, vous êtes d'accord? Ça, non. Bon, propylène de glycol, ce ne sont pas des produits frais? Ce pas des produits frais? Bon. La liste se termine par le para-hydroxybenzoate de méthyle. Et du para-hydroxybenzoate de méthyle. C'est quoi ça? Alors là, ça va être une question technique. C'est très très intéressant et c'est vraiment une question technique sur laquelle je n'ai pas la réponse. Eh bien, nous on sait. C'est l'autre nom d'un parabène, le méthylparabène. La législation internationale appelée INCI impose aux fabricants de nommer les ingrédients selon une liste officielle et non selon leur dénomination scientifique. En utilisant para-hydroxybenzoate de méthyle, le nom scientifique du méthylparabène, Lush évite d'inscrire sur cette étiquette le mot qui fait peur, parabène.
Ce gel douche, en quoi il est différent d'un gel douche qu'on peut acheter dans le commerce traditionnel? C'est ça que j'essaie de comprendre, en fait. Alors celui-ci, il est... Voilà, comment dire, ce sont... Pas de réponse. Embarrassé, Lush nous demande de revenir 2 jours plus tard pour interviewer une autre responsable, plus à même de répondre à nos questions. Des codes couleurs. Rebelote. Tous les ingrédients qui sont inscrits en vert sont des ingrédients naturels. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le para-hydroxybenzoate de méthyle? C'est un conservateur, c'est un parabène. Et justement, cette étiquette-là n'est pas encore aux normes. Il faut savoir qu'on doit stipuler le nom INCI des ingrédients. Ça, c'est pas le nom INCI. Ça, c'est pas le nom INCI. Et si vous regardez ce même gel douche dans le catalogue, vous allez voir qu'on mais je veux dire, quand on achète sur l'étagère, on voit pas qu'il y a du parabène dedans. On peut vous le dire, c'est dans le catalogue. Et encore une fois, c'est un exemple de problème d'étiquette qui va être réglé. Comment ça se fait qu'une entreprise avec 900 boutiques dans le monde puisse faire une grossière erreur d'étiquetage? Parce que l'erreur est humaine et c'est une entreprise humaine. Et les produits 100% frais, c'est quoi alors? Ça, c'est un produit 100% frais. Alors, ce produit est 100% frais parce qu'il a été fabriqué au mois de janvier. Bien évidemment, dedans, vous avez quelques produits synthétiques qui, bien évidemment, ne sont pas frais puisque les synthétiques ne sont pas pressés d'un jus de fruits. Ce serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Quel est l'intérêt pour le consommateur, finalement? Parce qu'au bout du compte, il est valable, on peut l'utiliser pendant un peu plus d'1 an, oui. 18 mois, c'est ça? C'est un produit qui a été fabriqué il y a moins d'1 mois, il y a 1 mois. C'est ça un produit frais? Oui. En cosmétique, pour nous, c'est ça un produit frais. Donc pour Lush, frais, ça veut dire des produits en partie synthétiques, mais fabriqués il y a moins de 5 mois. Et c'est bien pour ça qu'il y a des conservateurs dedans. Il y a pourtant une autre solution que le gel douche pour se laver. Un produit sans conservateur que l'on connaît depuis des siècles, le savon. Longtemps délaissé, il a aujourd'hui le vent en poupe. Précieux, raffiné, aux fragrances délicates, le savon a de plus en plus d'adeptes. Je vais vous faire découvrir quelque chose de nouveau qui va tout à fait vous séduire. Je l'ai bien dans la main, là c'est tout à fait mon produit. La savonnette, j'ai besoin de l'avoir bien en main. Un gel douche, j'ai l'impression que c'est fluide, c'est trop fluide pour moi. J'ai besoin de matière, voilà, de la matière. Ce qui est bien avec le savon, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Et surtout, pas trop de chimie. Direction Marseille. Au cœur des quartiers nord, la plus ancienne des savonneries françaises, la savonnerie Le Fer à Cheval. Ici, on fabrique le savon de Marseille depuis 1856, selon un savoir-faire ancestral. Il est entièrement naturel, constitué de 4 ingrédients seulement. La pâte de savon est créée dans ces énormes chaudrons. C'est Michel, le maître savonnier qui veille au grain. C'est tout à base d'huile végétale. De l'huile végétale, de la soude caustique, de l'eau et de l'eau salée. C'est tout. Aucun additif, il n'y a rien du tout. Pas de parfum? Il n'y a pas de parfum, non, ce ne serait pas un savon de Marseille. Pour fabriquer un savon, c'est simple. Un corps gras mélangé à de la soude produit une réaction chimique. Ça s'appelle la saponification. Tout ça chauffé à plus de 100 degrés. Michel scrute la texture de la pâte. C'est lui qui décide si elle est prête ou pas. Alors là, il faut qu'il soit lisse. Le terme exact aussi, il faut qu'il y ait une peau de léopard. Ça, c'est mon terme à moi, ça. Il faut qu'il y ait une peau de léopard. Ça, c'est pas du gel douche, ça. Et ça, ce que vous faites là, une machine peut le faire? Non. Non, faut pas. Là, c'est tout mon savoir-faire, là. Et voilà, maintenant, il est terminé. Et pour moi, il est bon. La pâte de savon est alors durcie et façonnée. Ici, on produit 2000 tonnes par an de savon de Marseille. Cassé, voilà.
Bernard Demeur est le responsable de l'usine. Il se bat pour que ce savoir-faire perdure. Car il ne reste en France que 3 savonneries à fabriquer le cube de façon traditionnelle. C'est une marque qui est destinée à tous ceux qui veulent défendre l'image du savon de Marseille. Vous avez un vrai produit moulé sur les 6 côtés. Savon de Marseille, ça vous surprendra pas. Avec l'estampille, la marque collective. Le fameux 72% d'huile qui correspond à un savon naturel. C'est quoi les qualités du savon de Marseille? Voilà, il y a de quoi écrire tout un roman là-dessus. Ben, pour moi, la plus importante, c'est sa qualité hypoallergénique. C'est-à-dire que c'est un savon qui est recommandé par les dermatologues, qui est recommandé par les secouristes, les pompiers. Mais attention, il existe aujourd'hui sur le marché de nombreuses copies du fameux cube. Regardez, ça m'intéresse. Dès qu'un savon dit de Marseille est coloré ou parfumé, méfiance. Je rappelle qu'un savon de Marseille, il n'y a ni parfum ni colorant. On a vite fait le tri de tout ça, de tous ces produits-là chatoyants, qui certes sont des savons, hein, ça lave, il n'y a aucun problème. Mais ça n'a en aucune manière, ça peut être considéré comme du savon de Marseille. Autre problème. Beaucoup de ces faux savons de Marseille sont faits avec un ingrédient un peu particulier, de la graisse de bœuf, appelée sodium tallowate. Aujourd'hui, en général, ceux que vous trouvez dans la grande distribution sont en général à base animale. Donc voilà des exemples. Tous ces produits qui sont vendus en lot sont marqués sodium tallowate. Donc c'est du suif de bœuf. Ça, c'est du suif animal. Et aujourd'hui, le consommateur, on lui dit pas que c'est de la graisse animale. Si là-dessus vous mettiez fait à partir d'huiles animales, les gens fuiraient. Hein. Alors comment reconnaître le vrai savon de Marseille? D'abord, il faut qu'il porte cette marque, ce petit cube au milieu. Le savon doit être beige ou vert olive. Et souvenez-vous surtout sur l'étiquette, pas plus de 4 ingrédients. Finalement, le savon, qu'il soit de Marseille ou pas, a de nombreux avantages par rapport au gel douche. D'abord, il est très écologique. Pas de flacon, pas de plastique. Il coûte 2 fois moins cher, 1,50 € en moyenne. Et puis avec un savon, on se lave pendant 1 mois, un gel douche ne dure que 2 semaines. On utilise moins d'eau, car il se rince plus facilement. Le seul inconvénient finalement, il glisse. Mais bon, si vous êtes définitivement accro au gel douche, un conseil, évitez les couleurs et les parfums extravagants, et surtout regardez l'étiquette, moins il y a de noms barbares dessus, mieux c'est.